Akira était un vilain clochard qui était envoyé avec ses camarades de classe dans un autre monde où ils reçoivent tous des pouvoirs. Cependant, lorsqu'il apprend qu'il possède des compétences d'assassin de rang plus fortes que celles des héros, il cache ses pouvoirs et commence à faire craquer tout le monde. Notre histoire commence par un jour comme les autres où Akira défile en classe, pendant que tout le monde sert des cappuccinos à gauche et à droite. Lorsqu'un de ses camarades de classe le ramène à la réalité et lui demande quelles sont les choses sournoises qu'il fait au téléphone, les autres se rendent compte qu'Akira a une énergie secondaire majeure. Prêtant attention au mauvais moment, Akira surprend et se souvient comment il est devenu un laquais absolu sans aucun arc de personnage propre. C'est alors que l'écran de son téléphone a un problème, et après qu'un cercle magique apparaisse au plafond, Akira et tous les autres sont isekai'd. Se retrouvant face à face avec un roi qui dit que leur royaume est attaqué par le seigneur démon, il les a tous convoqués ici parce que l'un d'eux est le héros, qui dirigera leur armée. À ce moment-là, un vieux bonhomme dit à tout le monde de placer ses mains sur un orbe de cristal pour savoir s'il est le héros ou simplement son compagnon. Tout le monde commence à tester cela et découvre qu'ils appartiennent à des classes différentes, tandis que le président du conseil, étudiant Tsukasa, découvre qu'il est le héros. Alors que tous les hurlements de classe se transforment en saints pour lui, Akira ouvre secrètement sa fenêtre de statut et découvre qu'il est un assassin, avec des statistiques bien supérieures à celles du héros. Craignant que d'autres le découvrent, il cache sa présence en utilisant une technique de dissimulation pour éviter de révéler son identité. Il remarque alors une caméra qui les surveille tous, ce qui le rend méfiant quant aux motivations du roi, alors il se met à recueillir des informations. Cette nuit-là, il se faufile dans le bureau du roi et entend la princesse lui parler de la facilité, avec laquelle il sera de tromper ses humains. Le roi lui dit de les tenir à l'écart des archives de la bibliothèque afin qu'ils ne découvrent jamais la vérité sur leur monde. Après le départ de la princesse, Akira se tient derrière le roi et se demande s'il doit le rendre vivant maintenant et mettre fin à tout cela, mais rejette l'idée. Le lendemain, il se demande s'il doit ou non dire la vérité à ses camarades. Mais à ce moment-là, Tsukasa se lève et fait un discours, littéralement personne n'a demandé, pour les convaincre tous d'être un figurant dans la vie du roi et de faire bon usage de leur pouvoir. Alors que tout le monde commence à l'encourager, Akira se rend compte que ses camarades de classe ont leurs cellules cérébrales cuites à partir de toute la pourriture cérébrale qu'ils ont consommée sur TikTok et qu'ils feront littéralement n'importe quoi tant que cela a quelque chose à voir avec le cappuccino de ballerine. Ce soir-là, alors que tout le monde se rassemble sur le terrain d'entraînement pour apprendre à se battre, Akira s'éloigne pour recueillir plus d'informations car il se croit trop maîtrisé pour perdre du temps à s'entraîner. Alors qu'il utilise sa capacité de dissimulation pour partir sans se faire remarquer, le commandant de l'armée Saran le suit et lui demande ce qui se passe avec lui qui fait paniquer Akira. Saren lui dit alors de se calmer et explique que même si la compétence d'Akira fonctionne toujours, il peut le voir car ses yeux sont spéciaux. Alors qu'Akira cherche son arme supposant qu'il s'agissait d'une menace, Saren lui dit de se calmer car il ne parlera de lui à personne. Cela surprend Akira car il pensait que le commandant de l'armée serait du côté du roi, mais Saran dit qu'il ne fait pas non plus confiance au roi. En entendant cela, Akira baisse finalement sa garde et parle à Saran des archives, disant qu'il doit les lire car il veut devenir plus fort et découvrir comment rentrer chez lui. Saran répond que même si son objectif numéro 1 est de trouver un moyen de revenir, il doit encore apprendre à se battre pour survivre jusqu'à ce que ce moment vienne. Akira est d'accord et après quelques hésitations accepte l'offre de Saran de le former. Après un certain temps, Akira rend visite à Saran et lui montre un livre qu'il a trouvé dans les archives et qui contient des plans de coup d'état contre le roi. Saran révèle donc que c'est lui qui l'a écrit. Il révèle en outre que puisque leur roi n'est pas pire que le méchant Yahoo, ils veulent le renverser mais ne le peuvent pas car ils lui doivent une grande dette. Akira regrette de ne pas avoir coupé le cordon ombilical du roi alors qu'il en avait encore l'occasion, mais Saran dit qu'il a fait le bon choix car sa famille ne voudrait pas qu'il devienne un meurtrier. Le lendemain matin, alors que la classe se dirige vers leur première chasse au donjon, Akira sent que quelqu'un les espionne et lui tend une embuscade. Lui demandant pourquoi elle s'intéresse à la fête du héros, la jeune fille lui répond qu'elle voulait juste voir le soi-disant héros en personne pour savoir s'il valait les sacrifices que son peuple a dû faire. Cependant, quand Akira lui demande ce qu'elle veut dire par là, elle lui dit de trouver la réponse lui-même et s'en va. Plus tard, alors que la classe combat des monstres à l'intérieur du donjon, les choses deviennent incontrôlables. Alors Saran dit à tout le monde de battre en retraite pendant qu'il affronte les monstres en utilisant son épée divine. Il monte rapidement un escalier pour s'échapper, mais cela les mène à un autre étage du donjon où un groupe de gobelins les attaque. En état de panique, Tsukasa utilise une bombe fumigène que la princesse lui a donnée, pensant que cela l'aiderait contre les gobelins. Cependant, cela finit par les transformer en minotaures. Alors que le monstre l'attaque, Tsukasa se dégonfle, forçant Akira à le contrer à la place. Cependant, son poignard se brise sans même égratigner le minotaure et il esquive à peine la prochaine attaque de sa part. À ce moment-là, Akira découvre que Tsukasa est en train de s'inquiéter de la façon dont ses statistiques sont aussi nulles qu'un bob de lycée et sans qu'il a été maudit. Il demande rapidement au désenchanteur de le dissiper afin qu'elle commence à utiliser sa magie sur lui.
Pendant ce temps, alors que Saran atteint également cet étage, il rejoint Akira et lui dit d'utiliser leur mouvement secret maîtrisé car c'est le seul moyen de vaincre le Minotaure. Alors qu'ils se préparent tous les deux à tout mettre en œuvre, Saran a son moment Avengers alors qu'il invoque la foudre comme Thor, tandis qu'Akira se place derrière le Minotaure et se prépare à utiliser la magie de l'ombre. Au fur et à mesure que la magie s'active, des ombres noires apparaissent et s'étendent sous le Minotaure et empalent son corps avant de le consumer complètement dans le néant. La bête étant décapitée, tout le monde s'apprête à entamer une danse de la victoire quand Akira tâtonne en perdant le contrôle de sa magie. À ce moment-là, Saran apparaît derrière lui pour une aide et l'aide à l'apprivoiser. Une fois qu'Akira a réussi, le commandant lui dit qu'il est fier de la façon dont il a géré un mouvement aussi dangereux, ce qui le fait sourire narquois. Plus tard dans la journée, Saran dit à Akira que c'est grâce à lui que tous les élèves de sa classe sont revenus vivants avant de le récompenser avec un katana. Il explique que le premier héros l'a forgé lui-même, ce qui amène Akira à se demander pourquoi un PNJ comme lui reçoit des munitions luxe. Saran dit qu'il pense qu'un assassin puissant comme lui mérite une arme cool avant de lui demander de ne pas trop se montrer car il l'a volé dans le trésor royal. Akira le remercie pour le cadeau illégitime et trouve les mots le dieu du chevalier gravés sur la lame, qu'il trouve cool. À ce moment-là, Saran se souvient de la malédiction de Tsukasa, alors il informe Akira que la malédiction n'a pas encore complètement disparu et qu'il soupçonne que la princesse est derrière elle. Cette nuit-là, alors que la princesse est occupée à jouer le rôle de sorcière de l'Ouest en jetant des sorts sur Tsukasa, Akira l'attaque par derrière et tranche sa toute nouvelle épée à travers son cristal magique, annulant ainsi la malédiction. Alors qu'elle le gronde pour s'être faufilée dans la chambre d'une dame, Akira la traite de salope complice et lui demande pourquoi elle maudit son propre héros. La princesse dit qu'elle ne fait que suivre les ordres du roi et qu'elle continuera à faire ce qu'il lui demande, ce qui énerve Akira. Au moment où il part, la princesse Emo ouvre son placard pour révéler 100 autres cristaux, tous destinés à maudire chacun des camarades de classe d'Akira. Pendant ce temps, alors qu'Akira retourne à Saren et confirme ses soupçons, Saren se demande s'il a montré son visage à la princesse. Quand Akira confirme cela, il lui dit de ne pas dormir à l'intérieur du château ce soir parce que la princesse piquera une colère plus tard et maudira tout le monde qu'elle pourra. Cependant, comme elle ne sait rien de lui et ne peut donc pas le maudire, il pourrait être parfait pour une séance de thérapie contre la rage. Le lendemain matin, Akira se réveille sur un arbre à l'extérieur du château pour constater de l'agitation à proximité. Il trouve Tsukasa debout à côté de la scène et demande ce qui se passe, seulement pour apprendre que quelqu'un a Saron non-vivant. Choqué par cette révélation, Akira fait une dépression nerveuse alors qu'il tente de le réveiller, seulement pour que ses camarades de classe se retournent contre lui et l'accusent d'être le coupable. Étant donné que Soran a été poignardé avec un poignard identique au sien, Akira tente de leur rappeler que son poignard s'est cassé en combattant le Minotaure, mais personne à part Tsukasa ne le défend. C'est alors qu'il se rend compte qu'ils sont tous sous la malédiction de la princesse, ce qui devient encore plus évident lorsque le roi ordonne à ses soldats de quitter Akira immédiatement. Il utilise immédiatement la dissimulation pour se cacher et se met derrière le subordonné de Saron, Gilles, qui explique que ce sont les hommes du roi qui ont poignardé Saron avant de dire à Akira de fuir immédiatement, car le roi le poursuit également. Alors qu'il quitte la ville, le roi rencontre la princesse Coucou et lui dit d'envoyer leurs hommes après Akira pour s'assurer qu'il ne survit pas un jour de plus. Il révèle également son projet de faire la guerre à l'Est en utilisant ses nouveaux héros comme outil. Dans le même temps, Akira suit les conseils de Sauron et se dirige vers un donjon afin de se cacher et d'améliorer ses compétences d'assassinat. Alors qu'il combattait un groupe de monstres au 69e étage, Akira se souvient que Saren lui avait parlé d'une compétence spéciale qu'il débloquerait lorsqu'il atteindrait le 100e étage. Après avoir fumé tous les loups comme des bêtes, Akira affronte enfin le combat contre le boss. Alors que le combat commence, Akira esquive facilement les griffes de la bête, cependant après avoir été piqué par du poison, il perd son agilité et s'enfuit. À ce moment-là, sa magie de l'ombre jaillit dans toutes les directions et déchire le monstre en lambeaux, dégageant finalement le sol. Cependant, Akira s'effondre à cause de ses blessures, après quoi il guérit tout seul comme Deadpool, car sa magie de l'ombre est accompagnée d'une armure de complot. Pendant ce temps de retour au château, Tsukasa déclare à tout le monde qu'il part combattre le seigneur démon. Cependant, personne ne veut l'accompagner. À ce moment-là, un frère gothique Sigma nommé Kyosuke se lève et dit à Tsukasa qu'il le rejoindra, après quoi d'autres prennent également le train en marche. Une fois qu'ils sont tous sortis, Tsukasa se demande pourquoi ils ont tous décidé de le rejoindre, seulement pour apprendre qu'ils étaient tous les 6 libérés de la malédiction de la princesse. Kyosuke révèle qu'il se souvient vaguement d'être entré dans une pièce quelque part et d'avoir brisé des cristaux magiques, ce qui, selon lui, est la raison pour laquelle il n'est plus maudit. Il se souvient également qu'il a vu une fois Akira travailler sur un chantier de construction, malgré son jeune âge, et qu'il a appris que leurs 2 sœurs étaient dans la même classe, après quoi elles sont devenues amies. Kyosuke se maudit de ne pas avoir défendu Akira quand cela comptait et jure qu'il se rattrapera. Pendant ce temps, il est révélé que Gilles a utilisé ses compétences de manipulation pour inciter Kyosuke à briser les cristaux magiques.
De retour dans le donjon, Akira se réveille et est surpris d'apprendre qu'il est complètement guéri. Alors qu'il se dirige vers le 75e étage, une bave noire l'attaque. Après l'avoir facilement tranché, une elfe sort de son ventre et Akira fait l'expérience de l'amour à la naissance. Il essaie d'utiliser sa compétence World Eyes sur elle pour découvrir sa vie, mais cela consomme tout son esprit, alors il s'arrête immédiatement. À ce moment-là, la jeune fille se réveille et utilise ses propres yeux sur Akira avant de perdre connaissance. Il l'emmène plus tard à un étage inférieur avec une rivière courante et lui donne de la nourriture et de l'eau. La jeune fille est immédiatement mécontente de son hospitalité et dit que c'est la première fois qu'elle est traitée avec autant de gentillesse bien, qu'elle soit membre de la royauté. Akira dit qu'il le sait parce qu'il l'a vu avec ses yeux du monde, et après que la fille se présente comme Emilia, ils s'assoupissent tous les deux. Ensuite, alors qu'Akira s'enfonce plus profondément dans le donjon, Emilia le suit en insistant sur le fait qu'elle se dirige simplement dans la même direction. Ils finissent par entrer dans le boss du 80e étage, qui s'avère être un dragon et commence immédiatement à le combattre. Emilia utilise sa compétence de gravité pour abattre la bête, tandis qu'Akira est jeté comme du papier de soie après une séance d'amour propre, car sa compétence de dissimulation ne fonctionne pas contre un monstre d'un tel niveau. Emilia lui dit de diffuser son mana puisque la bête peut le sentir, mais Akira utilise plutôt le mana environnant pour se protéger. Avec cela, il poignarde le dragon dans l'œil et le vainc, tandis qu'Amelia se demande qui diable il est pour utiliser un exploit aussi impossible. Pendant ce temps, le dragon commence à briller comme ma peau après un hydra facial et revient à son état d'origine, qui est un chat noir. Emilia utilise donc ses yeux du monde pour expliquer à Akira que la créature devant eux est un métamorphe au lieu d'un dragon. Akira est surpris de savoir qu'une compétence aussi rare existe, mais à ce moment-là, le chat se réveille et révèle qu'elle ne faisait que s'amuser avec eux. Alors qu'Akira se remet de l'impact de cette conversation poilue, le chat révèle qu'elle a été envoyée ici par le seigneur démon lui-même pour transmettre un message à Akira, l'invitant au pays des démons Volcano. Il trouve ce sou et se demande pourquoi le seigneur démon veut lui parler tout d'un coup, mais le chat dit qu'elle n'en a aucune idée et demande à Akira de la rendre vivante, croyant que son travail ici est terminé. Cependant, Akira refuse de le faire, affirmant qu'en tant qu'amoureux des chats, il ne pouvait pas la faire mourir, d'autant plus qu'il a enfin trouvé un chat capable de parler. Elle lui dit de faire ce qu'il veut mais le prévient en lui disant qu'à moins que l'un d'eux ne meure, l'étage suivant ne se débloquera pas pour lui. À ce moment-là, Emilia a un grand moment de réflexion et suggère à Akira de conclure un pacte familier avec le chat noir, après quoi elle ne sera plus la patronne de cet étage. Le chat se moque d'Akira, disant qu'un faible comme lui n'a pas le courage de former une alliance avec une reine comme elle, mais Emilia lui rappelle à quel point il vient de l'humilier. En entendant cela, le chat se rallonge paresseusement et dit qu'il peut faire ce qu'il veut, ce qui énerve Akira qui ne comprend pas pourquoi elle continue d'agir comme si elle ne se souciait pas de vivre ou de mourir. Le chat dit que son existence n'est d'aucune utilité à personne, car tout ce qu'elle fait, c'est apporter la destruction. Mais Akira l'ignore et commence le rituel en la nommant chevalier. Après cela, il verse son mana dans le chat afin de relier leurs âmes, mais se retrouve dans l'un de ses souvenirs, dans lequel elle fait des ravages dans une petite ville. Quand Akira dit à Knight d'arrêter, elle le souffle avec son souffle de feu, mais il survit pour le bien de l'intrigue. Elle lui dit alors de la rendre vivante avec son épée, car c'est le seul moyen pour son âme de survivre, mais Akira refuse et s'enfuit à nouveau. En temps réel également, lorsque son oreille commence à saigner, Emilia commence à choisir des tenues noires pour ses funérailles. De retour dans le rêve, alors que Knight croit enfin qu'Akira prend le combat au sérieux, il s'empale sur ses griffes, disant qu'il ne lui fera pas de mal quoi qu'il arrive. Il promet également de veiller sur elle pour s'assurer qu'elle ne détruise plus jamais quelque chose comme elle a détruit cette ville avant d'expliquer que ce n'est pas parce qu'elle est un démon qu'elle devrait être détestée. Grâce à ce monologue passionné, la bête est apprivoisée et Akira tombe inconscient dans les bras d'Emilia qui est heureuse en larmes de le voir sain et sauf. Au moment où Akira se relève, il est heureux de voir le tatouage assorti qu'il a avec Knight, qui jure sa loyauté envers Akira et ses amis. Quelques instants plus tard, un cercle magique apparaît à l'intérieur du donjon et Emilia suppose que cela signifie que Knight n'est plus le boss de l'étage, donc le donjon lui permet de partir. Pendant ce temps, Tsukasa et ses collègues atteignent la ville construite par le premier héros, qui s'avère être la version Timu du Japon. Malgré cela, la bande s'habille rapidement en kimonos et profite de la cuisine avant de finalement se mettre au travail. Tsukasa explique que pour survivre, ils ont besoin de deux choses, de l'argent et des informations. Nanase, l'un des membres du gang, explique qu'il pourrait s'inscrire dans une guilde et accomplir des missions contre de l'argent, tandis que Tsukasa pense que lire suffisamment de livres leur donnera toutes les informations dont ils ont besoin. Desuke, un autre de ses serviteurs, dit qu'il veut juste trouver un livre qu'il renverra chez lui, ce à quoi Tsukasa dit que la meilleure façon de retourner dans leur monde est de vaincre le seigneur démon. Il explique que s'ils y parvenaient, ils pourraient négocier leur retour avec le roi qui les a amenés ici en premier lieu et dit qu'ils devraient bientôt se diriger vers le continent des démons. Cependant, Kiyosuke dit qu'ils doivent d'abord rencontrer Akira, car ils seront certainement cuisinés et mangés sans lui. Tsukasa dit qu'il ne peut pas imaginer Akira travailler avec eux car il ne l'a jamais vu.
dans une équipe bien qu'ils le connaissent depuis son enfance. Finalement, ils décident tous de s'entraîner dur pour devenir suffisamment forts pour qu'Akira ne les ignore pas comme ma situation après le troisième rendez-vous. D'un autre côté, alors qu'Akira et ses collègues organisent une fête autour d'un feu de camp à l'intérieur du donjon, Amelia révèle qu'elle a été expulsée de chez elle par sa sœur, puis avalée par un slime avant de se retrouver dans ce donjon. Elle mentionne qu'elle est heureuse de tout cela. Sinon, elle n'aurait pas mis la main sur un Rizzler, mais Akira soutient qu'elle devrait rentrer chez elle et arranger les choses avec sa famille. Toxique. Il révèle qu'il a aussi une petite sœur qui s'est toujours mise en colère contre lui parce qu'il travaillait trop dur pour elle et lui, acheter des cadeaux coûteux. Mais en fin de compte, tout ce qu'elle a fait, c'est par amour. Il pense que toutes les familles sont comme ça, mais Emilia se préoccupe davantage de savoir si sa famille lui manque ou non. Akira dit qu'il veut rentrer chez lui, mais pas à moins d'avoir vengé la seule personne qu'il a jamais remarqué et fait de lui ce qu'il est. Alors qu'il se met à nouveau en colère contre la mort de sa reine, son aura devient trop puissante, après quoi Knight le ramène à ses sens. Emilia se demande également s'il parle du tristement célèbre commandant de l'armée, ce à quoi il répond oui. À ce moment-là, Akira attrape Knight et commence à frotter sa fourrure, seulement pour qu'Emilia suive son exemple et traite Knight comme le troisième membre de sa famille. Tandis que Knight s'énerve et rappelle à Akira que leurs âmes sont liées pour toujours, Emilia devient jalouse et souhaite qu'elle soit le chat à la place. Quelques temps plus tard, le groupe arrive enfin sur le cercle de téléportation magique, et Emilia révèle qu'elle ira n'importe où dans ce monde tant que ce sera avec Akira. L'idiot suppose qu'elle dit cela seulement par faim alors qu'elle est réellement assoiffée de lui. Quelques instants plus tard, ils sont téléportés dans un paysage magnifique, que Knight reconnaît comme le continent elfique. Alors qu'Emilia est traumatisée d'être de retour chez elle, Akira sent que quelqu'un leur tire une flèche et la protège rapidement. Il neutralise ensuite le coupable qui s'avère être l'ex-fiancé d'Emilia, Liam. Le Tchad traite Emilia de traître à leur royaume et lui dit d'aller mourir dans un fossé, seulement pour qu'Akira ferme son piège en l'assommant. Au moment où Emilia le remercie, il lui dit de ne pas faire la fête, car ils sont déjà entourés de toutes parts. Alors que son mauvais œuf de sœur Kilika entre enfin dans l'histoire, Emilia a un flashback de la journée qui marquait la fin du début. Une fois que leur papa, le roi elfe, est parti en voyage, Amelia est restée fan de loin des compétences de combat à l'épée de sa sœur. Elle savait qu'elle ne pourrait jamais devenir aussi forte que Kilika, mais ses gardes l'ont regardée, disant que, peu importe la force de sa sœur, l'héritière du trône est Amelia. Les choses ont empiré lorsque son fiancé, Liam, a abandonné Emilia pour la sœur la plus sexy. À partir de ce jour, Kilika a reçu un regain d'ego infini et a commencé à insulter Emilia. Une nuit, tous ses soldats se sont opposés à elle et ont dit à Emilia qu'elle ne méritait pas de diriger leur royaume, car elle n'était qu'une saleté, et elle a été forcée de s'enfuir pour se sauver. De retour dans le présent, Kilika dit à Emilia qu'elle ne la laissera pas quitter leur royaume vivante après toutes les choses odieuses qu'elle a faites, ce qui incite Akira à se demander de quoi elle parle. Kilika enlève ses gants et révèle qu'Emilia s'est blessée au bras en lui donnant du poison au nom d'une potion de guérison. Après cela, elle se dirige vers Akira et utilise ses yeux magiques sur lui pour l'hypnotiser et prétend qu'elle a désormais son esprit sous son contrôle. Cela fait finalement sauter le dernier fusible d'Emilia, alors elle dit à la nana de s'excuser immédiatement auprès d'Akira et d'annuler son sort, car sa vie lui appartient, pas la sienne. Kilika est surprise de voir que sa timide sœur a enfin grandi en couple. Mais à ce moment-là, Akira rassure Emilia sur le fait que son troisième sort n'a pas fonctionné sur lui, car il est bien plus fort qu'elle. Il se tourne également vers Kilika et lui dit d'admettre qu'elle a piégé sa sœur, car il est impossible pour un Pookie comme elle de faire des mouvements meurtriers. La Karen est tellement offensée qu'elle dit à ses soldats de rendre Akira et Emilia inanimés, mais juste avant qu'ils ne se rendent à Aura Farm, la vraie chèvre apparaît. Le matériau Sugar Daddy, Elven King, demande ce qui se passe, mais lorsque les soldats commencent à accuser Emilia d'avoir blessé Kilika, il dit qu'il n'achète aucun de ses mensonges. Il se tourne alors vers Kilika et lui dit de défaire son hypnose sur les soldats et demande à Akira de quitter leur royaume après l'avoir remercié d'avoir ramené Emilia. La jeune fille s'y oppose, disant qu'elle ira là où va Akira, seulement pour que le roi lui crie dessus et lui rappelle qu'elle est son successeur, donc elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Akira s'immisce dans les affaires familiales et dit au bonhomme qu'Emilia est une femme adulte qui peut prendre ses propres décisions par elle-même. Le roi le traite d'étranger et lui dit de s'occuper de ses propres affaires, mais Akira le menace avec son épée, disant qu'il fera tout ce qui est en son pouvoir pour s'assurer qu'Emilia vive la vie qu'elle souhaite. À ce moment-là, le roi propose un duel pour décider du sort d'Emilia, affirmant que si Akira gagne, elle peut faire ce qu'elle veut. Il nomme Kilika à sa place, sachant très bien que s'il combat Akira, son voyage à la maison de retraite sera échangé contre un billet direct pour le paradis, et Akira accepte le défi. Plus tard, alors que la bataille est sur le point de commencer, Akira sort son katana mais ne le dégaine pas, disant à Kilika qu'il ne veut pas réduire le nombre de méchants dans le monde. Juste au moment où cela l'énerve, il se tourne vers Emilia et la remercie de l'avoir défendue plus tôt, avant de promettre qu'il gagnera ce combat pour elle et la libérera pour faire ce qu'elle veut. Dès qu'Emilia rougit, le duel commence et Akira prend rapidement le dessus en évitant toutes les attaques de Kilika.
Cela lui fait manquer de respect, alors elle imprègne son épée de magie du vent, la seule forme magique qu'elle peut utiliser. Cependant, Akira esquive toujours sa magie et lui donne un coup de pied dans les tripes avant de mettre fin au combat en tenant son épée contre son cou. Alors qu'il lui dit d'obtenir de l'aide pour sa psychose et de se réconcilier avec Emilia, le fusible de Kilika saute à nouveau, alors elle commence à s'attaquer comme une folle. Ce faisant, elle dit qu'Emilia lui a tout pris, c'est pourquoi elle ne se réconciliera jamais. C'est alors qu'elle se souvient de leur enfance et de la façon dont leur lien fraternel fort a commencé à se fissurer après que les aînés ont découvert que le type magique d'Amelia était un médium spirituel, ce qui lui permettrait de défier les lois du ciel. À ce moment-là, le garçon tricheur s'approche d'Emilia et lui tend une plante magique, lui demandant de l'utiliser pour aider Kilika. Au moment où Emilia l'utilise, le sort hypnotisant sur tout le monde se brise, faisant comprendre à la fille jalouse qu'elle doit faire plus d'efforts pour attirer l'attention de tout le monde maintenant. Pour s'en assurer, elle commence à attaquer Akira avec sa magie du vent comme une folle, et il craint que s'il esquive, ceux qui se trouvent derrière lui pourraient être blessés. Pour enfin mettre fin à la dépression de Kilika, Akira libère sa magie de l'ombre pour dévorer son vent. Cependant, cela devient incontrôlable et cume presque la jeune fille. Pour éviter cela, Akira canalise sa magie sur lui-même, mais au lieu d'en être blessé, il est complètement enveloppé dans une couche d'ombre. Cela lui donne une force folle, alors d'un seul coup d'épée, il envoie Kilika voler. Alors qu'elle perd le combat après s'être embarrassée, Liam et Emilia s'approchent d'elle, brisant encore plus le cœur de Kilika. Elle accuse Liam d'être retourné vers Emilia dès que son hypnose s'est dissipée, mais Liam insiste sur le fait que ce n'est pas la vérité. À ce moment-là, Zadielf intervient et révèle que tout ce qui n'a pas fonctionné avec Kilika est de sa faute et lui retire son sort de manipulation de mémoire. Il s'avère que lorsque Kilika était jeune, elle a rencontré un inconnu à l'extérieur d'un donjon et lui a pris un fruit magique qui, selon lui, la rendrait plus forte. Une fois qu'elle l'a utilisé à l'intérieur du donjon, cela a fini par engendrer un groupe de gobelins. Lorsqu'elle ne pouvait pas les combattre, elle a couru dehors et a trouvé Liam se précipitant pour la sauver avec son armée. Cependant, ce faisant, il a été mortellement blessé et est décédé. Heureusement, la compétence de résurrection d'Emilia a aidé à le ressusciter. Cependant, la culpabilité rongeait toujours la raison de Kilika, alors Papa Elf a décidé de sceller ses souvenirs. Il explique à Kilika que la raison pour laquelle elle avait l'impression que tout le monde la détestait était qu'ils gardaient leur distance avec elle, craignant de révéler la vérité. À ce moment-là, Liam arrive et s'agenouille devant elle, lui avouant qu'il n'a participé à son projet d'exiler Emilia que parce qu'il avait besoin de séparer Kilika d'elle car il craignait qu'elle ne la rende morte par jalousie. En entendant cela, Kilika se rend enfin compte que c'est elle qui se comporte comme une Karen depuis le début, alors elle se met à pleurer et s'excuse d'être un trou auprès d'Emilia qui lui pardonne facilement. Plus tard, tous les trois se préparent à partir et le roi les alerte des récents enlèvements à la frontière de leur pays. C'est pourquoi il recommande d'ajouter quelques soldats pour une protection supplémentaire de leur groupe. Sur ce, Amelia fait le plus de choix en arguant que son homme est assez seul pour assurer sa sécurité. Mais comme Papa Elf n'ovule pas comme elle, Kilika et Liam se portent volontaires pour les suivre, mais Akira les refuse. Finalement, certains soldats parviennent à les suivre, et en route vers la frontière, Akira demande à Knight pourquoi elle est restée discrète devant le roi. Knight explique que la plupart des gens n'aiment pas particulièrement les démons, elle a donc choisi de ne pas semer de problèmes inutiles. Maître. En entendant cela, Akira se demande si la loyauté de Knight pourrait lui causer des problèmes avec le Seigneur Démon, mais Knight admet que même si ses sens sont liés à lui, le Seigneur Démon n'a aucun contrôle sur la façon dont elle choisit d'agir ou de ressentir. À ce moment-là, la capacité de détection des dangers d'Akira est activée et dès qu'il descend de la voiture, il se rend compte qu'ils sont entourés par les ravisseurs qui retiennent en otage une elfe. À ce moment-là, l'un des hommes reconnaît Amelia et dit que leur patron Graham aimerait sûrement un morceau d'elle. Cela énerve Akira, alors il cache sa présence et les assomme tous en un clin d'œil. Ensuite, lorsqu'il les interroge sur leur patron, un soldat lui dit que Graham est un royal vivant dans la plus grande nation du continent Beastfolk. Une fois cette information sécurisée, Akira dit aux soldats de retourner au royaume des elfes avec la fille en otage, car il a maintenant fini de jouer à la babysitter. Peu de temps après, le groupe monte à bord du navire à destination du continent Beastfolk. Akira dit à ses amis qu'il envisage d'acquérir de nouvelles armes et de se renforcer davantage dès leur arrivée. En entendant cela, Knight lui dit que la ville portuaire du continent possède un donjon où il peut passer au niveau supérieur, mais lui suggère de prendre une pilule relaxante jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Alors que le navire traverse la mer, Emilia espère passer des moments dignes du Titanic avec Akira. Cependant, la Vierge pousse la nonchalance à un autre niveau alors qu'il continue de lire le livre que le Papa Elf lui a donné, ignorant ses avances romantiques. Cela la rend frustrée et elle la maudit silencieusement parce que la bite la bloque. En arrivant à destination, le trio est acculé par un groupe de voyous qui disent à Akira de laisser l'elfe avec eux et de s'enfuir s'il tient à sa vie. Akira se rend vite compte que les hommes bêtes font preuve de discrimination envers les humains, tout comme les humains font preuve de discrimination envers les démons, mais sans hésitation, il utilise sa magie de l'ombre pour projeter des gouttes d'obscurité sur leurs yeux, les aveuglant temporairement. Plus tard,
Alors qu'il se promène dans les rues, Amelia remarque que tout le monde semble avoir peur de la nuit, ce qui la fait se demander pourquoi, mais elle l'ignore. Ils réservent une chambre d'hôtel pour leur séjour sur ce continent, et après avoir remarqué la taille des lits, Amelia propose à Akira de dormir ensemble. Akira est déconcertée par sa suggestion risquée, tandis que Knight joue pour elle le rôle de Cupidon et les laisse seuls alors qu'elle part pour sa promenade nocturne. Heureuse de pouvoir enfin devenir bizarre avec Akira, elle saute rapidement dans le bain pour se nettoyer. Cependant, lorsqu'elle revient dans sa tenue Victoria's Secret, elle trouve Akira profondément endormi. Alors qu'elle s'allonge à côté de lui, elle l'embrasse sur la joue avant de s'endormir elle-même, pendant qu'Akira continue de faire semblant, criant intérieurement comme une lycéenne pour avoir obtenu une action consensuelle non rémunérée. Le lendemain matin, Knight revient et les trouve en train de dormir ensemble et leur dit que s'ils ont fini de craquer, ils devraient se lever car quelqu'un est sur le point de leur rendre visite. Peu de temps après, il rencontre un forgeron bête nommé Crow qui dit qu'il n'est venu que parce qu'il a été invoqué par le cauchemar d'Aldeia. Alors Emilia se demande ce qu'il veut dire par là. Crow examine l'arme d'Akira et est immédiatement capable de dire dans quel donjon il l'a utilisée. Il note donc la quantité et les matières premières dont il aurait besoin pour les réparations et parts. Après son départ, Knight dit à Akira que Crow était autrefois membre du premier Heroes Party et qu'il est l'un des forgerons les plus qualifiés au monde. Pendant ce temps, Emilia dit qu'elle a quelque chose à discuter avec Crow et part tandis que Knight la suit. Ils arrivent à son atelier, mais quand Crow demande ce qu'elle veut, Amelia explique comment. Même si le Seigneur Démon a vaincu le groupe du premier héros, Crow et le héros ont réussi à s'en sortir vivants. Crow se demande si elle veut en savoir plus sur l'elfe et leur équipe décédée, mais Amelia insiste sur le fait qu'elle veut apprendre à se battre auprès de lui puisqu'il était assez fort pour s'échapper. Le forgeron rejette cependant immédiatement sa demande, affirmant qu'il ne les aide qu'à la demande du chevalier. En entendant cela, Emilia lui demande ce qu'il voulait dire lorsqu'il a appelé le chat le cauchemar d'Aldia. Ce à quoi Knight explique qu'il y a 100 ans, elle a attaqué une ville nommée Aldia sur ordre du Seigneur Démon. Elle dit que c'était en représailles aux hommes bêtes occupant les territoires du Seigneur Démon, donc il voulait seulement causer un minimum de dégâts et les effrayer. Cependant, ses instincts monstrueux ont pris le dessus et elle a fini par détruire toute la ville, gagnant ainsi ce surnom. Kyra entend tout cela grâce à son lien télépathique et se sent mal pour Knight. D'un autre côté, Crow continue l'histoire, expliquant qu'il a vu Knight pour la première fois au mémorial de sa sœur, décédée lors de son déchaînement. Il a révélé que sa sœur était décédée lorsqu'une voiture appartenant à Graham l'avait écrasée. Crow admet qu'il voulait se venger du Big Back une fois, mais il s'est retenu en pensant que sa sœur n'en voudrait pas. En entendant sa désolée excuse, Amelia le traite de lâche, disant qu'il ne l'utilise que comme excuse parce qu'il a trop peur pour combattre Graham, comme un homme. Cela amène Crow à remettre en question sa masculinité, alors il lui dit de se perdre. D'un autre côté, alors qu'Akira se dirige vers le donjon, une épidémie de monstres commence et les démons commencent à s'échapper du donjon. Emilia se trouve à proximité en revenant de chez Crow et dit à Knight de sauver autant de personnes que possible. À ce moment-là, un monstre avec une capuche apparaît sur le dos d'un monstre et elle le reconnaît comme le démon qui a trompé Kilika. Il se présente comme Orum et explique que même si le Seigneur Démon lui a ordonné de ne pas la rendre vivante à cause de sa magie unique, il est toujours libre de lui faire du mal jusqu'à la mort, tant qu'elle ne meurt pas. Pendant ce temps, Akira combat des monstres lorsque Knight l'informe qu'Emilia a été enlevée. Accablé par la rage, Akira dit à Knight de reculer pendant qu'il monte sa magie de l'ombre, qui dévore tous les monstres à la fois. C'est alors qu'il réalise qu'Emilia est devenue si importante à ses yeux qu'il ressent des émotions si intenses et jure de la sauver. Cependant, son mana s'épuise et il tombe inconscient à ce moment-là, accumulant moins de points d'aura. Peu de temps après, Knight court aux côtés d'Akira et est surpris de découvrir son Shinjik d'auto-guérison qui n'a même pas beaucoup d'impact sur sa magie de l'ombre. Le lendemain, Akira se réveille et se retrouve dans la maison de Crow, et Knight l'informe qu'il a été transporté ici, expliquant qu'il est absent depuis plus d'une journée. Akira se précipite rapidement et remercie Crow avant de partir précipitamment pour sauver Emilia. Lorsque Crow lui dit qu'elle a peut-être déjà été emmenée chez le roi démon, Akira s'emporte et crie qu'il fera alors irruption dans son château. Crow lui dit de se détendre et lui suggère d'emporter avec lui les armes qu'il a réparées avant de lui donner la bague de l'un des héros précédents qui pourra aider son porteur à trouver ce qu'il cherche. Akira l'utilise et il pointe vers le donjon, signifiant qu'Emilia est toujours là donc il s'équipe et part aussitôt comme un simple. Pendant ce temps, Orum se moque d'Emilia alors qu'elle est assise là, blessée, disant que grâce aux expériences qu'il a faites sur elle, il sait enfin que son sort spécial ne peut pas fonctionner sur les elfes. Lorsqu'elle lui demande pourquoi ils sont toujours dans le donjon, Orum explique que seul un démon de 2e niveau ou plus peut utiliser la magie de téléportation, mais comme il est en 3e année, il attend que son patron apparaisse. Il lui dit également de ne pas trop espérer car même si son butang parvient à se présenter, il sera cuit comme un ramen un soir d'hiver. D'un autre côté, Akira sort du donjon et utilise l'anneau pour confirmer l'emplacement d'Amelia. À ce moment-là, un mage cagoule apparaît, et Akira la reconnaît comme la traqueuse qui suivait Tsukasa avant leur première chasse au donjon. Lorsqu'elle lui demande de la laisser accompagner pour sauver Amelia,
Akira l'attrape par le col et lui demande comment elle la connaît, menaçant de lui casser le cou en deux si elle ment. Alors qu'il perd toute sa chevalerie masculine, la jeune fille se présente comme Lia, la première princesse de la nation sur mesure. Elle lui parle de sa compétence de traqueur d'odeur, expliquant qu'elle l'a utilisée pour suivre Emilia lorsqu'elle a découvert que le seigneur démon recherchait sa compétence de résurrection. Akira ne lui fait toujours pas confiance et utilise sa compétence d'œil du monde sur elle avant de lui poser des questions sur sa compétence de barrière spirituelle. Bien que choquée qu'il l'ait découvert, elle lui dit que contrairement aux barrières normales, la sienne peut être lancée sur des objets en mouvement. Réalisant qu'elle pourrait être utile, Akira accepte sa demande de les accompagner et ils se lancent tous au secours d'Emilia. De retour dans le donjon, Emilia découvre également le plan du seigneur démon et se demande pourquoi il a besoin de ses compétences alors que les démons ne meurent jamais vraiment. Aurum est d'accord avec elle, expliquant que sa capacité ne peut pas être utilisée si la cible est morte depuis trop longtemps, ce qui la rend pratiquement inutile. À ce moment-là, il remarque la blessure guérie sur son ventre et dit que maintenant qu'elle a utilisé la résurrection pour se guérir, elle ne pourra pas ramener Akira à la vie après qu'il l'ait transformée en veuve. Alors qu'il rit à la manière du Joker et compare cette scène à celle où Kilika pleurait sur un Liam mort, Amelia se rend compte qu'il est temps de faire ses valises. Au même moment, Akira est toujours en route lorsqu'il demande à Léa ce qu'elle faisait la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Elle lui raconte son histoire, expliquant qu'elle n'était autrefois qu'une fille ordinaire du village jusqu'à ce qu'un slime apparaisse et engloutisse sa famille ainsi que tous les autres habitants du village. Après cette tragédie, elle a été accueillie par la famille royale en raison de ses compétences particulières. Utilisant son nouveau statut, elle a enquêté sur ce qui s'était réellement passé et a finalement appris que les villageois avaient été offerts en sacrifice pour invoquer des gens d'un autre monde. Elle admet ensuite qu'elle voulait examiner de plus près ces individus convoqués et que son seul motif est de se venger du roi et de la princesse car elle pense qu'Akira et ses amis sont innocents. À ce moment-là, ils atteignent le donjon et Knight leur explique qu'ils devront vaincre un certain nombre de monstres pour dégager le sol. Il conseille à Akira de réserver ses forces et propose de se débrouiller seul avec des monstres non vivants, bien qu'il admet qu'il ne peut pas garantir qu'il ne deviendra pas fou furieux. Akira lui assure que cela fonctionnera d'une manière ou d'une autre et Knight se transforme en sa forme à 3 têtes et part à la chasse aux monstres. Alors qu'il efface des hordes de monstres avec son souffle de feu, Knight commence à perdre le contrôle, mais Akira l'appelle à plusieurs reprises et finalement, Knight retrouve son calme. Réalisant que lui parler aide à garder le contrôle, Akira poursuit la conversation en posant des questions sur le premier seigneur démon. Knight explique qu'il était un homme de famille très calme jusqu'à ce que quelqu'un se débarrasse de sa femme, ce qui l'a transformé en Kratos de God of War. Akira n'arrive pas à croire que ce mauvais garçon était autrefois aussi doux, ce à quoi Knight lui rappelle que tous les démons ne sont pas aussi mauvais que les humains le croient. Peu de temps après, ils atteignent l'endroit où est détenue Amelia et Akira ordonnent immédiatement à Lia de lui ériger une barrière. Voyant cela, Aurum félicite Knight de les avoir amenés ici si vite, mais il l'ignore et s'excuse auprès d'Akira, disant qu'il ne pourra pas l'aider dans le combat car il est épuisé. Ira sort alors ses toutes nouvelles épées jumelles et Aurum invoque également son arme, affirmant qu'il en finira ici. En entendant cela, Knight rappelle à Aurum que le seigneur démon leur a demandé de ramener Akira vivant, mais Aurum l'informe que leur seigneur a changé d'avis. Pendant qu'ils sont occupés à parler, Akira se faufile derrière Aurum et tente de l'attaquer, mais Aurum bloque facilement son coup et contre-attaque avec sa lance, le frappant à la jambe. Akira continue d'attaquer sans pitié, mais aucune de ses frappes ne dépasse la défense d'Aurum. Alors il active sa magie de l'ombre et utilise une compétence spéciale pour invoquer des bêtes de l'ombre en utilisant son sang. Pendant qu'Aurum s'occupe des bêtes qui le chargent immédiatement, Akira profite de cette opportunité pour le frapper, le faisant tomber au sol. Malgré tout, Aurum utilise sa flûte pour appeler des monstres à se battre pour lui, et comme Akira est épuisé, il panique car ses pouvoirs n'ont pas encore été restaurés. Alors que les monstres sont sur le point d'attaquer, Lia utilise toute sa force pour lancer une barrière qui reflète l'attaque, leur faisant exploser la tête. À ce moment-là, Emilia se dirige vers Akira, lui disant qu'elle peut bouger maintenant car Aurum s'est affaibli. Ensuite, Akira pointe son poignard sur Aurum mais hésite à lui arracher la tête. À ce moment-là, un démon de 2e niveau se téléporte soudainement dans la zone et exprime sa déception envers Aurum. À sa vue, Akira et ses compagnons sont saisis de peur, pleinement conscients qu'ils sont trop affaiblis pour avoir une chance contre un démon de haut rang. Le tout nouvel ajout à RuPaul's Drag Race se présente comme mi-héros et qualifie Aurum de perte d'espace. Il lance ensuite un sort puissant, soulevant Aurum dans les airs, puis le jette sur le côté comme Bob l'éponge lance des pâtis de Krabi jour et nuit. Pendant ce temps, Aurum passe un moment inoubliable à attirer l'attention d'un combattant d'une telle classe. Après cela, Mi-héros neutralise la barrière protectrice de Léa, la brisant en 1 million de petits forceaux. Il lance ensuite un autre sort, le visant directement sur la poitrine d'Emilia, la faisant perdre connaissance. Mi-héros révèle qu'il a pour mission de récupérer Emilia, alors qu'il érige des barrières tout autour d'eux pour s'assurer que personne ne s'échappe.
Pendant ce temps, Akira réfléchit aux moyens de sortir de cette situation délicate sans que personne ne perde la vie, car il est certain qu'il perdra dans un combat, car il est à court de mana et de virilité. Dans le même temps, Mihiro est occupé à passer du temps à l'écran avec son monologue maléfique, révélant qu'il vient du même monde que le reste des étudiants, ce qui amène Akira à se demander pourquoi ce type fruité s'associerait aux méchants. Akira et les héros se livrent ensuite un duel épique, se jetant des sorts et esquivant habilement les attaques du camp opposé. Mihiro est impressionné par la magie de l'ombre d'Akira, mais il sait qu'il n'a plus de mana, ce qui a rendu sa magie beaucoup plus faible. À ce moment, Knight intervient comme un Tchad, annonçant qu'il ne sert plus le seigneur démon et qu'il est pleinement fidèle à Akira. Il propose également de rompre leur pacte, prévoyant de se sacrifier pour sauver Akira. Cependant, Akira refuse catégoriquement la proposition, affirmant qu'ils peuvent probablement battre Mihiro en combinant leurs forces restantes. Le chat rassemble tout son mana, lançant un sort de changement de forme et se transformant en Saron. Saran canalise sa magie de lumière ouvrant la porte du ciel au-dessus d'eux, renforçant ainsi la magie de l'ombre d'Akira. Pendant ce temps, Mihiro est devenu fou, leur lançant des balles magiques comme un psychopathe. Au cours de leurs mouvements coordonnés, Akira ne peut s'empêcher de se sentir déprimé en pensant à la façon dont ils s'entraînaient ensemble avant que Saran ne quitte ce monde. Une fois que le duo a réduit sa distance, Akira se prépare à porter le coup final tandis que le héros les regarde avec un sourire narquois sur le visage. Soudain, Akira sent un coup violent et trouve une main lui transperçant le ventre. Il se retourne et découvre que c'est Amelia qui est derrière cette attaque sournoise, contrôlée par Mihiro. Lorsqu'elle reprend enfin ses esprits, elle crie en voyant la scène horrible devant ses yeux. Pendant ce temps, Akira donne tout. À la manière de Goku, entrant dans un état de récupération et revenant du seuil de la mort, son seul objectif étant d'éliminer Mihiro. Il réduit rapidement la distance et est sur le point de porter le coup final lorsque Mihiro ouvre un portail juste au-dessus de la tête d'Emilia, tirant des aiguilles pointues directement sur son corps. Akira est obligé de quitter Mihiro et de sauver son waifu à la place. Mais juste au moment où les aiguilles sont sur le point de lui administrer le traitement Kardashian, Crow apparaît sur les lieux et neutralise le sort. Voyant qu'il est extrêmement inférieur en nombre, Mihiro décide de partir en portant Orum sur son épaule. L'armure de l'intrigue d'Akira s'estompe finalement et il s'évanouit, se réveillant 3 jours plus tard dans une pièce avec Knight et Emilia à ses côtés. Quelque temps plus tard, Crow entre dans la pièce, emmenant avec lui les vieux amis d'Akira, qui sont tous ravis de le retrouver. Kyosuke s'excuse de ne pas avoir défendu Akira au palais, même s'il était sous une malédiction. Pendant ce temps, Tsukasa le remercie d'avoir brisé la malédiction qui pesait sur lui et Akira se débarrasse humblement des compliments. Le groupe a rendez-vous dans le salon, où Kyosuke révèle qu'ils souhaitent désormais continuer leurs aventures aux côtés d'Akira. Pendant ce temps, Tsukasa partage qu'il prévoit d'entraîner et de vaincre le seigneur démon à terme. Cette blague hilarante fait véritablement rire Knight car personne comme eux n'aurait jamais une chance. Akira demande poliment à Knight de leur donner un peu d'intimité, puis demande au groupe pourquoi ils veulent vaincre le seigneur démon en premier. Lieu. Tsukasa lui dit que s'ils parviennent à vaincre le grand méchant, ils seront considérés comme des héros et Kingdom Ratis devra accepter leur souhait de retourner dans leur monde. Cependant, Akira sait que ce plan ne fonctionnera jamais puisque Redis regorge de sacs à guichets fermés qui s'appuient sur des malédictions pour contrôler les gens. De plus, Akira fait allusion au secret inquiétant qu'il a appris sur le rituel d'invocation, disant qu'il partagera les détails plus tard. Il dit à l'équipe qu'au lieu de négocier avec Redis, il devrait plutôt créer un portail pour eux. Lorsque Kyosuke propose de l'aider dans sa mission, Akira refuse catégoriquement, leur disant de le laisser tranquille, car il ne veut plus se lancer dans des quêtes secondaires. Au même moment, Emilia se précipite hors de la pièce, l'air déprimé, et Akira la suit en arrivant à une falaise surplombant l'océan. Emilia révèle qu'elle devient folle en pensant au départ d'Akira, révélant enfin son cœur et lui faisant savoir ce qu'elle ressent vraiment pour lui. Akira dépense toute sa réserve Rize et utilise son poignard pour créer une coupe en forme d'anneau sur leurs 2 doigts, lui avouant son amour. Il promet également d'être toujours à ses côtés, affirmant qu'il ne l'oubliera jamais où qu'il aille. Les tourtereaux partagent un baiser romantique sur la falaise alors que le soleil se lève derrière eux. Une fois de retour à l'intérieur de la maison, le groupe réfléchit à des moyens de se mettre dans les bons livres de leur idole afin qu'ils les considèrent comme valant la peine de lui parler. L'un des étudiants, nommé Tomoya, les informe d'un concours de beauté qui a lieu chaque année dans une ville voisine, mais selon les habitants, le gagnant disparaît à chaque fois. Il semblerait que les gagnants du concours soient victimes de trafic sur le marché noir. L'équipe décide donc de jouer au détective et d'enquêter sur l'affaire. Ils espèrent qu'en résolvant ce grave problème, ils pourront convaincre Akira. Le groupe part visiter la tristement célèbre ville, invitant Akira et Emilia mais ne les informant pas du sinistre mystère associé au concours. Lorsqu'elles arrivent enfin dans la ville, elle est pleine de gens occupés à profiter d'un festival et les filles décident de participer également au concours de beauté. Dans la file d'attente pour les inscriptions, Akira tombe sur un méchant démon qui se dispute pour ne pas être autorisé à participer. Elle se présente sous le nom de Latisanel et supplie Akira de faire quelque chose pour résoudre ce problème.
Il demande à la jeune fille présente au stand de permettre à Lattice Annelle de participer, disant que leur groupe prendra la responsabilité d'elle. Pendant ce temps, Amelia lui lance un regard explosif sur le fait qu'Akira est tout le Superman de Shoji. Lattice Annelle reconnaît même Knight, et les deux échangent des salutations chaleureuses alors que le groupe s'interroge sur l'histoire que ces deux démons ont l'un avec l'autre. Une fois que toutes les dames se sont inscrites, elles parcourent la ville pour profiter des festivités, tandis que Lattice Annelle exerce son charme sur les citadins, leur donnant des autographes et leur demandant de voter pour elle. Au même moment, Akira remarque que ses propres groupies s'enfuient lorsqu'il établit un contact visuel. Crow explique qu'Akira est devenu une légende après avoir utilisé sa magie de l'ombre et que les gens l'appellent l'assassin silencieux. Crow lui donne une amulette en or indiquant qu'il a progressé dans la guilde des aventuriers. D'un autre côté, Emilia brandit sa propre amulette en argent qui montre son rang supérieur. Peu de temps après, les filles appellent Amelia pour essayer de la nourriture étrange dans un stand et Akira demande à Knight d'interférer et de ne pas le laisser se faire baiser par un bop. Pendant ce temps, Crow donne à Akira des informations précieuses, lui disant que Graham est un dirigeant extrêmement influent et que c'est lui qui a donné aux démons des informations sur leur localisation, menant à leur rencontre avec Mihiro. Crow en vient finalement au fait, disant que depuis qu'il a sauvé Akira et son waifu d'une quasi-effacement, il veut quelque chose en retour, ce qu'il lui murmure à l'oreille. Plus tard dans l'après-midi, le concours de beauté commence et les candidats montent sur scène, chacun servant une carte faciale mortelle. Quand vient le tour d'Emilia, la foule explose d'applaudissements, acclamant leur princesse elfe préférée. La suivante est Lata Sinale qui utilise sa magie démoniaque pour organiser un spectacle de lumière élaboré, impressionnant le public par sa créativité. Enfin, après le décompte des votes du public, les gagnantes sont annoncées comme étant Emilia et Lata Sinale, toutes deux à égalité pour la première place. L'équipe décide de célébrer cette occasion avec plus de nourriture, alors qu'Akira félicite Lattice Annelle, disant qu'elle devrait être fière de s'associer avec quelqu'un d'aussi beau qu'Emilia. Lattice Annelle profite de cette occasion pour parler doucement à Akira, disant que si le public pense qu'elle est aussi jolie qu'Emilia, cela signifie qu'elle correspond également au goût d'Akira. Mais il se défend rapidement, affirmant que sa loyauté réside dans le fait d'être avec son Pookie, faisant rougir Emilia. Knight décide enfin de rompre son silence, demandant à Lattice Annelle d'arrêter d'attirer autant d'attention sur elle, car son père pourrait se mettre en colère. Elle est agacée par la mention de son père, disant qu'elle s'est enfuie de la maison juste pour échapper à ses bêtises. C'est à ce moment-là que Knight annonce les dernières nouvelles à tout le monde, annonçant que Lattice Annelle est la fille du seigneur démon. Pendant ce temps, Graham espionne Lattice Annelle et son nouveau groupe d'amis de loin, alors qu'il regarde Emilia et élabore un plan sournois pour la voir. Plus tard dans la nuit, l'équipe se rend dans une auberge voisine pour passer la nuit. Dans le hall d'attente, Tsukasa dit à tout le monde qu'il a gagné le concours de beauté masculine, disant que les gagnants recevront leur prix demain. Crow demande à Akira s'il a décidé d'accepter sa mission secrète, mais Akira y réfléchit toujours. Pendant ce temps, Emilia le supplie de sauter dans un bain avec elle, demandant à Akira d'utiliser la magie pour se cacher et entrer dans le bain des femmes. Cependant, Akira n'est pas d'humeur à être annulé, alors il passe de la manière la plus nonchalante. Emilia remarque les poches sous ses yeux et se rend compte qu'il n'a pas bien dormi depuis plusieurs jours, alors elle le force à se coucher, allant même jusqu'à lui lancer un sort de sommeil pour arrêter ses pensées qui s'emballent et lui permettre de dormir paisiblement. Elle sort à nouveau pour rencontrer Crow pour lui poser des questions sur cette mission top secrète. Cependant, Crow refuse de donner toute information, lui demandant de s'occuper de ses propres affaires. Le lendemain matin, alors qu'il est encore inconscient, l'équipe décide d'aller récupérer ses récompenses dans un endroit extrêmement ombragé, ce qui confirme leur conviction que les trafiquants vont bientôt les attaquer. Comme prévu, un trio d'assassins masqués leur tend une embuscade, mais Amelia utilise sa magie de gravité pour les cerner et exiger des réponses. Les lâches lui disent que Graham leur a ordonné de kidnapper Amelia, révélant qu'il prélève chaque année les organes des gagnants du concours. Amelia est horrifiée en entendant cela, alors qu'elle s'apprête à écraser leur corps, mais Lattice Annelle intervient, lui disant d'épargner leur vie. Pendant ce temps, Akira peut voir toute cette scène se dérouler dans ses rêves, et il est heureux que Lattice Annelle ait empêché Emilia de mettre fin à la vie des assassins. Ils prennent le petit déjeuner le lendemain quand Akira interroge Gilles sur son histoire avec Crow, l'incitant à renverser le thé sur la tristesse de son arc de fond. Il partage que sa mère a étudié sous le mentorat de Crow, mais qu'elle ne pouvait pas égaler son monstre car elle était une normie. Elle a fini par perdre la tête et est finalement décédée, après quoi Crow a élevé Gilles, jouant essentiellement le rôle d'une figure paternelle. Gilles exhorte Akira à prendre une décision et à donner une réponse à Crow concernant la mission secrète. À ce moment-là, Knight arrive en volant à travers une fenêtre, se transformant à nouveau en sa forme de chat et rendant compte à Akira de son enquête. Il s'avère que Knight a trouvé plusieurs caméras secrètes surveillant le concours de beauté qui ont probablement été mises en place par Graham pour suivre Amelia. Quelques minutes plus tard, toute l'équipe entre dans la pièce et Akira leur dit qu'il doit leur parler. Ils suivent tranquillement Akira dans une pièce où il les confronte à propos de toute l'affaire du trafic d'organes. Tsukasa avoue qu'ils étaient au courant pour les trafiquants
Mais maintenant que leurs plans héroïques ont échoué, ils ont l'air aussi stupides que moi quand je mets un saut pour la première fois. Malgré leur comportement de clown, Akira accepte d'accompagner l'équipe dans leurs efforts futurs. Cependant, il leur dit qu'il doit d'abord s'assurer que Graham ne remette plus jamais la main sur Emilia et se prépare à se rendre lui-même dans le royaume des démons pour s'occuper de ce méchant ennuyeux. L'équipe accepte d'établir son camp à la frontière du royaume des démons en attendant le retour d'Akira de sa mission sanguinaire. Pendant ce temps, Crow devient de plus en plus impatient envers Akira car il propose de l'aider à traverser le royaume des démons si seulement Akira accepte sa proposition secrète. Plus tard dans l'après-midi, alors que l'équipe se prépare à partir pour l'aventure, Amelia demande à Crow de l'accueillir comme élève. Bien que Crow l'ait déjà rejetée à plusieurs reprises, cette fois-ci, elle est désormais devenue une féministe à part entière. Il accepte de faire d'Emilia son élève, lui conseillant de ne pas perdre la raison sous sa formation stricte. Juste avant de partir, Gilles tente à Akira une mystérieuse pochette qu'il avait laissée plus tôt et contenant quelque chose qui l'aidera sûrement, dans un futur proche. Finalement, Akira, Emilia et Crow partent pour le royaume des démons, voyageant plusieurs jours en calèche. Emilia apprend à naviguer à l'aide d'une carte déroutante, et même Crow est impressionné par la rapidité avec laquelle elle acquiert cette compétence. Une nuit, alors qu'Emilia s'est endormie, Crow dit à Akira qu'il a toujours admiré Amelia et qu'il a même donné son nom à la princesse Lia. Crow complimente les compétences de lancement de sort d'Amelia, disant qu'elle a trouvé le contre parfait à son sort maîtrisé, qui lui permet de reproduire ou d'annuler n'importe quel sort dans le monde. De retour en ville, Knight est occupé à mener son enquête lorsqu'il tombe sur Latisanel traînant sur un toit comme un Batman au chômage. Après avoir appris sa mission d'espionnage secrète, elle monte immédiatement à bord et souhaite l'aider à recueillir des informations sur les ennemis. Pendant ce temps, le trio arrive enfin à Uruk City et est époustouflé par la beauté des paysages. Crow demande au couple d'explorer un peu la ville, puis de les retrouver à la fontaine centrale où ils retrouveront Léa, Akira et Emilia pour se promener dans la ville, manger et profiter des quelques moments de paix qui leur sont autorisés. Quelques temps plus tard, Léa les retrouve et leur fait faire un tour complet de la ville, en prenant des bateaux pour explorer les lieux touristiques. Elle révèle que le souverain de cette ville, le roi Ixam, est en fait son père adoptif qui organise un grand déjeuner royal pour accueillir Amelia dans sa ville. Sur le chemin du palais royal, Akira remercie Lia de les avoir aidés à combattre Mihiro plus tôt, en complimentant son sort de barrière qui les protégeait. Pyrrha mentionne le fait qu'Emilia est encadrée par Crow, ce qui rend Léa extrêmement jalouse, puisque c'est son souhait numéro 1. Elle change de sujet et complimente à place la magie de l'ombre d'Akira, mais il dit simplement que sa magie n'est pas sous son contrôle et ne devrait pas être utilisée de manière imprudente. Ils atteignent enfin le palais et rencontrent le roi Ixam qui les accueille chaleureusement. Cependant, l'arrière-pensée de son hospitalité est bientôt révélée lorsqu'il demande à Akira d'assassiner Graham en son nom. Le roi révèle qu'il a rétrogradé Graham du poste de ministre à celui de maître de guilde, mais cela ne l'a pas empêché d'embaucher des assassins pour faire son sale boulot. Une fois que le roi a fini d'ennuyer tout le monde avec sa longue conférence, il est surpris quand Akira refuse catégoriquement son offre en lui disant de résoudre ses problèmes lui-même. Le chevalier du roi devient furieux de ce manque de respect, insultant la force d'Akira et se moquant de sa magie de l'ombre. Cependant, Akira conserve son image Sigma, défiant le chevalier en duel. Ils s'affrontent dans l'arène de combat et Akira jette ses armes à Emilia en disant qu'il n'utilisera que ses minuscules poignards dans le combat comme un véritable assassin. Une fois le duel commencé, le chevalier charge Akira à une vitesse incroyable, balançant son arme pour tenter de porter un coup. Cependant, la furtivité et l'agilité d'Akira l'aident à esquiver facilement les attaques, car il trouve l'occasion idéale de tendre une embuscade au chevalier, brisant son arme et pointant son poignard directement sur son cou. Akira remporte le duel, prouvant au roi qu'il ne faut pas le déranger. Le roi Ixam se sent extrêmement embarrassé et dit à Emilia que sa décision de sortir avec un humain est stupide, puisqu'elle lui survivra et le verra vieillir et dépérir. Cette remarque touche définitivement une corde sensible chez Amelia puisque le roi a ciblé, l'une des plus grandes insécurités d'Amelia. Plus tard dans la soirée, le couple fait une paisible promenade en bateau pour discuter, où Emilia se met à sangloter en disant qu'elle quittera également cette planète le jour du décès d'Akira. Akira lui dit d'arrêter de dire des bêtises, lui demandant de se concentrer sur le magnifique coucher de soleil derrière eux. Après la visite, ils retournent à l'hôtel de luxe que Crow a réservé pour eux, tandis qu'Emilia complimente le lit moelleux et les oreillers chauds. Regarder Akira se concentrer sur la lecture rappelle à Crow-Saran, qui était également obsédé par l'acquisition du plus de connaissances possible. À ce moment-là, il dit à Akira que Graham était également derrière l'exécution de Saran, ce qui le laisse sans voix. Crow mentionne également que Graham était le coupable de la révélation inanimée par sa sœur que la mission cachée qu'il a confiée à Akira est d'achever Graham. Akira comprend maintenant que la principale raison de tous ses revers est Graham, donc sa volonté de l'achever devient encore plus forte. Crow poursuit en expliquant pourquoi Graham est devenu une telle menace, affirmant qu'il utilise des drogues spéciales pour dynamiser ses soldats, les transformant en machines à tuer assoiffées de sang. De plus, Graham a conclu des accords avec des démons,
leur vendant des organes humains en échange de potions plus puissantes pour produire des soldats encore plus fous. Akira souffre maintenant d'une surcharge d'informations, alors il décide de dormir. Le lendemain matin, Léa arrive dans leur chambre d'hôtel en s'excusant du comportement irrespectueux de son père. Elle supplie Akira et Emilia de lui permettre de leur faire visiter à nouveau la ville et invite même Crow à les rejoindre. Léa a préparé un itinéraire d'une journée complète pour l'équipe, expliquant l'histoire de chaque lieu touristique en accordant une attention particulière à Crow. Emilia sent une certaine alchimie s'épanouir entre Crow et Léa et décide de jouer le rôle de Cupidon en suggérant qu'ils se séparent en couple. Akira est préoccupé par l'écart d'âge entre les deux, car Crow est en quelque sorte un Leonardo DiCaprio, mais Emilia lui dit que si Hollywood peut l'accepter, eux aussi. Après avoir finalement obtenu un peu d'intimité, Emilia exprime ses opinions en disant à Akira qu'il n'a pas besoin d'accepter l'offre de Crow et qu'ils peuvent réussir à comprendre le royaume des démons sans son aide. Elle poursuit en disant que Latisane l'a rendu extrêmement empathique, même envers de dangereux criminels comme Graham, et elle croit désormais fermement que personne ne devrait être puni de mort pour ses crimes. Cependant, Akira dit à Emilia qu'il a plusieurs raisons d'assassiner Graham. Il explique qu'il veut venger Sauron, qu'il veut obtenir l'aide de Crow pour voyager à travers le royaume des démons, et plus important encore, retirer Graham de l'image garantira la sécurité d'Amelia. Pendant ce temps, Latisanae et Knight sont occupés avec leurs enquêtes, fouillant tous les coins et recoins de la ville pour obtenir plus d'informations sur Graham. Ils tombent sur une taverne et décident d'interroger l'ouvrier là-bas, lui posant des questions sur Graham et la ville d'Uruk. L'ouvrier révèle que puisque Graham est le chef de guilde de la ville d'Uruk, il propose une grande variété de missions pour sa guilde. Mais toutes sont extrêmement dangereuses et certaines impliquent même des démons. Après l'avoir traité pour obtenir des informations, l'Addisona lui laisse un autographe moche et des graissins rassis de Panera. Pendant ce temps, Crow et Léa ont leur propre rendez-vous difficile, alors que Crow la conduit dans un magnifique champ rempli de lys araignées. Léa est émerveillée par le paysage et lui dit qu'il devrait amener la fille qu'il aime sur ce terrain, car ce serait un geste très romantique. Cependant, Crow n'est pas d'humeur romantique, disant à Léa qu'il a renoncé à se sentir heureux le jour où il a décidé de venger sa sœur. Léa écoute ces histoires sanglantes en silence, regrettant sa décision de développer des sentiments pour cet homme brisé avec tant de bagages émotionnels. Pendant ce temps, le reste de l'équipe s'affaire à installer son campement au milieu d'une forêt, tandis que les gars se concentrent sur la chasse aux animaux pour se nourrir, et les filles s'occupent de la cuisine et de la lessive. À l'approche de la nuit, Gilles installe des fils d'alarme autour de leur camping, au cas où un animal sauvage déciderait de leur rendre visite en pleine nuit. Pendant ce temps, Tsukasa et Kyosuke sont occupés à avoir de profondes discussions autour du feu de camp. Alors que Tsukasa partage son expérience avec Akira dans leur monde, il se sent comme un perdant en compagnie d'Akira parce que tout le monde le glace tout le temps. De retour à Uruk City, Akira a finalement décidé de répondre à Crow. Il demande à Amelia si elle le méprisera s'il accepte d'assassiner Graham, mais elle lui répond que rien ne peut la faire le haïr. Cette conversation révèle les souvenirs d'Akira de son enfance, lorsque son père sortait fumer une cigarette mais faisait pouf comme la fumée de cigarette à la place. Leur mère malade n'était pas en mesure de subvenir à leurs besoins, lui et sa sœur. Ils ont donc été forcés d'emménager dans un appartement miteux et délabré. Après beaucoup de luttes, leur petite famille s'était finalement stabilisée, cuisinant et prenant soin les uns des autres à tour de rôle. À l'heure actuelle, Akira se rend compte que s'il rentre chez lui en tant que meurtrier, il ne pourra pas regarder sa famille dans les yeux et devra probablement les quitter pour toujours. C'était la seule raison pour laquelle il avait eu du mal à donner une réponse à Crow. Pendant ce temps, dans le monde d'origine d'Akira, la recherche de lui et du reste des étudiants disparus est toujours en cours, mais aucun indice n'a encore été découvert. Chez Akira, sa sœur Yui s'inquiète de plus en plus de la disparition de son frère, se demandant quand il reviendra, effrayée qu'il l'abandonne comme son père. Latisanae et Knight arrivent à Uruk City le lendemain, toujours déterminés à utiliser toute leur intelligence pour résoudre ce mystère. Tandis que Knight reste enfermé avec son attitude pragmatique, Lady Senai se révèle être la reine de la procrastination et perd du temps sur les stands de nourriture, sautillant d'un lieu touristique à l'autre. Ils font une promenade en bateau ensemble, quand Knight la confronte enfin à propos de la tâche qui leur a été confiée par Akira, mais elle est trop distraite pour s'en soucier pour le moment. Après être descendue du bateau, ses aventures ne se terminent toujours pas, alors qu'elle continue d'explorer la ville jusqu'à ce que la nuit en ait assez et elle l'oblige à se concentrer sur son enquête. Quelque temps plus tard, il tombe sur un aventurier qui s'occupe de ses propres affaires. Et Latisanal s'approche de lui pour lui poser des questions sur la guilde de la ville lors de ses fameuses missions risquées. L'homme l'avertit de rester à l'écart de ces missions car elles impliquent toutes soit de faire quelque chose de criminel, soit de s'amuser avec des démons. À ce moment, Knight reçoit de nouveaux ordres d'Akira, lui disant de trouver des preuves des crimes commis jusqu'à présent par Graham. Le duo de détectives décide de se rendre à la guilde des aventuriers, où ils trouvent 3 voyous en train de boire seuls. L'un d'eux s'avère être un dégénéré total demandant à Latisanal de l'accompagner dans sa chambre. Elle affirme sa domination en l'assaillant avec force, laissant une brèche dans son armure. Ils sortent assez tôt du manoir Epstein.
Mais Lattice Anal n'en a pas encore fini avec le bâtiment. Elle découvre une ouverture secrète dans le bâtiment, suffisamment petite pour qu'un chat puisse y passer. En quelques secondes, elle va à l'encontre de toutes les règles de PETA et balance Knight dans la petite fissure du bâtiment. À l'intérieur de la pièce secrète, Knight découvre un tas de documents qu'elle vole immédiatement et quitte le bâtiment en direction de l'hôtel de Akira. Akira est surpris lorsqu'il examine les documents volés car ils contiennent des détails extrêmement incriminants sur le trafic d'organes de Graham ainsi que sur son armée droguée. De plus, Crow révèle que le royaume de Rétis envisage de mener une guerre totale contre la ville d'Uruk. Graham est le catalyseur qui a créé l'instabilité à Uruk, permettant à Regis d'avoir facilement une raison de déclarer la guerre. Pendant ce temps, de retour à la guilde des aventuriers, lorsque Graham découvre que ses documents ont été volés, il rassemble ses serviteurs et décapite l'un d'entre eux au hasard, juste pour effrayer le reste des membres. Il leur ordonne alors de rechercher les voleurs, leur disant de rapporter les papiers perdus même si cela leur coûte la vie. De retour à l'hôtel d'Akira, il découvre la sombre vérité derrière la famille royale de Regis. Apparemment, le roi de Regis veut ramener sa femme d'entre les morts, mais le sort de résurrection nécessite un grand nombre de sacrifices humains. En faisant la guerre à une grande ville comme Uruk, le roi espère que suffisamment de vies innocentes seront perdues pour que le sort fonctionne et ressuscite sa chère épouse. Akira se rend compte que si les documents compromettants entre ses mains finissent en possession de Regis, ils auront toutes les raisons dont ils ont besoin pour déclencher la guerre. Se sentant dépassé, il déchire les papiers en 1 million de petits morceaux, s'assurant qu'aucune preuve des crimes de Graham ne soit laissée derrière lui. Cependant, Crow lui dit que cela ne lui fera gagner qu'un peu de temps supplémentaire puisque Regis trouvera plus de preuves tôt ou tard. Akira a désormais une autre raison d'assassiner Graham et cette fois les enjeux sont plus élevés que jamais. Après une longue et déprimante discussion, l'Addizonal décide de remonter le moral de tout le monde en leur demandant d'explorer d'autres lieux de restauration. Lorsqu'Akira apprend qu'une librairie organise des soldes énormes, il décide de sauter le déjeuner et de se diriger directement vers le magasin, tandis qu'Emilia et Lada Sinale sont ravis de savourer leur repas de 10 plats. À la librairie, un homme effrayant s'approche d'Akira et lui vole son sac rempli de livres en s'enfuyant à la vitesse de la lumière. Cependant, sa vitesse n'est pas à la hauteur de Knight qui le rattrape facilement et récupère les biens volés. Akira est totalement abasourdi, ne réalisant même pas qu'il vient d'être agressé, car son esprit est toujours en train de penser à Graham et à sa mission. Knight se rend compte qu'il est confronté à des difficultés techniques, alors elle entraîne Akira jusqu'à la fontaine de la ville pour lui demander de parler de ses véritables sentiments. Akira admet enfin qu'il se sent extrêmement faible, car il a tellement de mal à décider s'il doit ou non mettre fin à la vie de Graham. Bien que ce soit la chose la plus sensée à faire pour lui, il se sent inapte à ce travail. D'autant plus qu'il n'a jamais mis fin à la vie de quelqu'un jusqu'à présent. Knight essaie de le rassurer autant que possible, lui disant que même si ses sentiments sont valables, il ne s'accorde pas suffisamment de crédit. Elle rappelle également à Akira toutes les expériences de mort imminente auxquelles il a été confronté récemment, lui disant que survivre à ces situations sans mettre fin à la vie de ses ennemis est encore plus impressionnant. Knight donne sa propre perspective sur cette question complexe, recenchant ses jours passés en tant que démon assoiffé de sang alors qu'elle était une véritable mangeuse d'hommes. Toutes ces vies que Knight a prises la hantent maintenant, et elle ne peut jamais cesser de se sentir coupable. Cependant, elle rassure Akira sur le fait que parfois des choses difficiles doivent être faites pour protéger les personnes que vous aimez, proposant même d'assassiner Graham en son nom, mais Akira lui dit qu'obliger Knight à faire son sale boulot ferait de lui le plus grand lâche de tous les temps, disant qu'il prendra la décision quand il se retrouvera face à face avec Graham. Sachant que cette séance de thérapie ne va pas payer ses factures, Knight reçoit un paiement sous forme de griffure à la tête alors qu'elle rampe, sur les genoux d'Akira. Plus tard dans la soirée, l'équipe se rassemble et retourne à la guilde dans l'espoir d'y retrouver Graham. À l'intérieur du bâtiment, il découvre un homme nommé Raoul assis seul, et Emilia lui demande sans détour où se trouve Graham. Raoul devient furieux et se rapproche d'Emilia, se préparant à la frapper au visage. Cependant, son poing rencontre à la place la main d'Akira, qui est déjà dressée devant elle comme une saucisse protectrice. Leurs querelles sont interrompues par un méchant nommé Karia, qui roule sur un fauteuil roulant et se présente comme un membre du personnel. Elle reconnaît instantanément Emilia et suppose à juste titre que le gars à côté d'elle est l'assassin silencieux. Raoul s'avère être le plus grand personnage d'Akira, et son attitude change totalement lorsqu'il se rend compte que l'homme en face de lui est son héros littéral. Faisant preuve d'un comportement absolu, il est prêt à lécher les orteils d'Akira pour devenir son disciple tandis qu'Akira reste nonchalant. À ce moment-là, Grant entre dans le bar de la guilde, entouré de ses partisans en état de mort cérébrale, et reconnaît Amelia et Akira avec un sourire psychotique affiché sur son visage. Il est enfin temps pour Akira de rencontrer son principal ennemi, et il se rend compte que le moment qu'il a évité jusqu'à présent est enfin arrivé. Il sait qu'il doit prendre une décision alors que Graham ne lui prête aucune attention, ses yeux étant rivés sur Emilia, la fille qu'il veut kidnapper et vendre aux démons en échange de précieuses ressources. Raoul semble avoir rejoint Akira maintenant,
car il le soutient également et dit à Graham de garder ses distances. Graham profite de cette occasion pour narguer Akira, lui racontant la façon horrible dont il a fait assassiner Saran, confirmant essentiellement qu'il était directement responsable de la mort de Saran. Akira est heureux que Graham s'incrimine si facilement sans subir de pression, car cela aidera Akira à se sentir moins coupable d'avoir mis fin à ses jours. Lorsque Karia se présente et demande à son patron de reculer, Graham balance son épée et détruit son fauteuil roulant, l'envoyant s'écraser au sol. L'armée droguée de Graham avance alors qu'il leur ordonne de capturer Emilia et d'achever le reste de l'équipe. À ce moment-là, Akira entre instantanément dans son mode assassin, sortant ses épées et combattant plusieurs ennemis à la fois. Il utilise son sort de dissimulation pour lancer des attaques sournoises, mais les serviteurs activent leur vision thermique et sont facilement capables de suivre les mouvements d'Akira. Il fait de son mieux pour lancer autant d'attaques que possible sur les chevaliers, mais ses frappes sont totalement inutiles, car les chevaliers ont une barrière invisible, les rendant intouchables. Akira se rend compte qu'il perd peu à peu le contrôle de ses pouvoirs et est sur le point de faire exploser tout le bâtiment avec sa magie de l'ombre. Pour éviter de nuire à ses amis, il décide qu'il est préférable de s'échapper pour le moment. Lui et Emilia sautent par la fenêtre et courent pour sauver leur vie, seulement pour trouver Lattice, un clou qui les attend dehors. Elle leur demande de la tenir fermement pendant qu'elle vole haut dans le ciel, leur offrant une magnifique vue plongeante sur la ville. Pendant un instant, Akira oublie les hommes qui le poursuivent et se souvient de tous les souvenirs qu'il a créés avec Emilia. Maintenant qu'elle n'est plus impliquée dans le complot, l'Addisonal annonce qu'elle quittera la ville, car elle ne veut pas être présente pour assister à une effusion de sang. De retour à l'hôtel, Akira raconte sa rencontre avec Graham à Crow, lui parlant des chevaliers musclés avec leur armure impénétrable. Crow prévient Akira que Graham viendra le chercher de toutes ses forces maintenant, puisqu'il a déjà établi le premier contact et ouvertement admis ses péchés. Akira dit à Amelia d'aller se coucher, disant qu'il a besoin de temps seul pour rassembler ses pensées et se vider la tête. Pendant ce temps, Graham a installé des caméras dans tous les coins de la ville afin de suivre les mouvements d'Amelia et de l'empêcher de s'échapper. Lorsqu'il s'ennuie après avoir regardé les images de la caméra, il oblige ses soldats en état de mort cérébrale à se battre pour son divertissement, affirmant qu'il aura des soldats beaucoup plus forts lorsqu'il échangera Amelia contre les drogues rares. Plus tard dans la nuit, Akira décide finalement d'assassiner Graham, car assurer la sécurité d'Amelia est sa priorité. Il se prépare à partir en mission, lorsqu'une mystérieuse balle tombe de son sac, et Akira se souvient qu'elle lui a été laissée par Saran. La boule commence à briller, projetant un message enregistré de Saran s'adressant à Akira. Dans le message, il conseille à Akira de maintenir son record no-nut de novembre, affirmant qu'il doit retourner dans son monde sans qu'aucun regret ne le hante à vie. Saran l'exhorte à ne pas s'occuper de vengeance, affirmant qu'il ne devrait pas se sentir responsable de ce monde corrompu. Les larmes commencent à couler sur le visage d'Akira, puisqu'il vient de prendre la décision de mettre fin à la vie de Graham, mais le message de sa reine lui dit de faire exactement le contraire. Il sort de sa chambre en disant à Crow qu'il acceptera sa mission et fera son sale boulot à sa place. Emilia sort de sa chambre et exhorte Akira à rester en retrait, mais même les supplications de son waifu ne l'affectent pas. À l'extérieur de l'hôtel, Knight attend Akira, lui proposant à nouveau de l'aider. Cependant, Akira est déterminé à poursuivre cette mission en solo. Il arrive enfin au manoir géant de Graham, où il active le mode furtif et frappe les chevaliers en plein cœur. Alors qu'il gravit le bâtiment, il tombe sur un autre assassin débutant qui a l'audace de poursuivre la même mission qu'Akira. Cependant, Akira n'est pas sur le point de laisser un perdant au hasard s'attribuer le mérite d'avoir éliminé Graham, alors les deux assassins se livrent un duel épique sur le toit. Comme prévu, Akira le bat facilement, la somme et se faufile finalement dans la chambre de Graham. Akira lève son épée d'un air menaçant, ses mains tremblant d'hésitation tandis que Graham compte les moutons au pays des rêves. Après un long combat, Akira abat enfin l'épée en réussissant sa mission. Il retourne dans sa chambre d'hôtel où il trouve Emilia qui l'attend. Il se sent incroyablement déprimé, la culpabilité de mettre fin à la vie d'un homme le rattrape enfin. Mais en même temps, il se sent stupide de ne pas avoir assassiné le roi de Rétis plus tôt, car cela aurait sauvé la vie de Saran. Emilia arrive derrière lui et lui fait un câlin serré, le rassurant qu'elle restera à ses côtés, quelle que soit la façon dont cet assassinat le change en tant que personne. Entendre cela remplit le cœur d'Akira d'espoir, et même Knight intervient, prêtant allégeance à Akira pour toujours. Le lendemain matin, la nouvelle de l'assassinat de Graham se répand comme une traînée de poudre, atteignant finalement Lia également. Bien que personne ne sache qui est derrière la mort de Graham, Lia est convaincue qu'il ne peut s'agir de personne à part Akira. Pendant ce temps, au milieu de la forêt, Kyosuke sent que quelque chose d'énorme a changé au sein d'Akira. Tsukasa décide qu'ils ont attendu assez longtemps pour planifier de retrouver Akira et trouver un moyen d'échapper à ce monde tordu. De retour à Uruk City, Akira demande à Crow de les accompagner alors qu'ils se dirigent vers le royaume des démons. Crow reste fidèle à sa parole, promettant de les aider dans ce périlleux voyage. Pendant ce temps, Akira ne sait toujours pas s'il mérite de retourner dans sa famille maintenant que ses mains sont tachées de sang. Cependant, il décide qu'il remplira son rôle d'assassin et veillera à ce que le reste de ses camarades de classe puissent rentrer chez eux sains et saufs.